Bonsoir. Nous sommes le mardi 14 octobre 2014 et je voudrais vous parler de la question des juifs et des femmes. Il y a eu l'autre jour un café philo dimanche dernier sur la question de la possibilité de changer les choses, de dire que certaines choses sont des illusions et qu'on peut les changer, que ce ne sont que des jeux qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Et j'ai répondu qu'en réalité non, parce que les jeux auxquels on pense, les jeux qui consistent à dire que les femmes sont comme ceci et les hommes comme cela, sont des jeux qui, à travers les siècles et les millénaires, sont devenus des réalités et des faits irréversibles. On peut changer un objet beaucoup plus facilement qu'un être humain. Et effectivement, les progrès obtenus au niveau technologique sont considérables. Mais ce n'est pas l'être humain qui est concerné, même si c'est l'être humain qui produit ces objets, et même si ces objets peuvent contribuer à changer la donne. Ça, c'est exact. Jusqu'à quel point la technologie peut-elle brouiller un certain nombre de faits sociaux? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, revenons-en pour l'instant aux Juifs. Je serai en train de lire un ouvrage consacré à l'abbé Grégoire. L'obscurantisme et les Lumières. L'abbé Grégoire, comme chacun sait, un livre de Caroline Choplin et Paul Choplin. L'abbé Grégoire a fait beaucoup pour l'émancipation des Juifs de France lors de la Révolution française. Mais il avait des arrière-pensées. Il fait partie de ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, en quelque sorte. C'est-à-dire des gens qui considèrent que les Juifs, les changements dans la condition juive conduira à la fin des temps. C'est exactement ce qu'il dit, notamment dans l'histoire des sectes, et non pas dans son essai. Et le fait est qu'effectivement, on a pris des mesures juridiques qui ont modifié la condition juive. Le droit peut modifier les choses. Donc le droit peut modifier les choses, la technique peut modifier les choses, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Quand, en 1917, le Premier ministre britannique, Lord Balfour, a écrit un autre lord qui s'appelait Lord Rothschild, qu'il était favorable à l'établissement d'un foyer juif en Palestine, donc bien 30 ans avant la déclaration de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale de l'ONU dans ce sens. Il le faisait pour des raisons qui sont assez proches de celles de l'abbé Grégoire à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. La seule différence, c'est que dans un cas, c'était un Français, dans l'autre cas, c'était un Britannique. Et finalement, ce sont les Britanniques qui, dès les années 1920 ont eu le mandat en faveur de l'établissement des Juifs en Palestine, et on voit très bien d'ailleurs qu'ils s'en sont très mal tirés de ce mandat, au point justement de rendre leur tablier après la guerre et de transmettre le dossier à l'ONU, qui succédait à la Société des Nations, la League of Nations, comme on disait en Angleterre. Alors, c'est une
grande question de savoir si on peut changer la donne. Une grande question. Par exemple, il y a aussi la question de l'esclavage. Toujours quelqu'un me disait, mais vous voyez bien qu'on peut changer les choses, puisque on a aboli l'esclavage. Ça, c'est un problème de droit. Effectivement. Le droit, c'est un peu délirant, enfin, c'est un peu un mirage, le droit. On peut changer n'importe quoi, puisque c'est simplement une question de droit. Je décide que les hommes et les femmes sont égaux, hop, voilà, le droit l'a décidé, c'est fait. On sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait très bien, par exemple, que l'esclavage n'a pas du tout mis fin à la situation des Noirs. Et qu'il a fallu attendre bien plus longtemps pour qu'ils profitent pleinement de leurs droits. On sait très bien que les Juifs n'ont pas disparu de la planète et que ils ont continué à subir, bien après la Révolution française, toutes sortes de vexations, de persécutions, sans parler des exterminations de la Shoah. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même une présence juive dans la modernité occidentale qui n'est pas sans intérêt. Ce qui signifie que on a ouvert la porte des ghettos aux juifs et qu'ils ont quand même fait leur preuve qu'ils pouvaient contribuer de manière remarquable au progrès de l'humanité, sur le plan scientifique, dans tous les sens du terme, y compris dans le domaine des sciences sociales, où ils ont brillé considérablement, notamment en France. Comme Durkheim, ou Lévi-Strauss, mais il y en a d'autres, Marcel Mauss, etc. Et puis ne parlons pas de Marx. Là, on n'est pas dans le domaine du religieux, hein. On a bien compris qu'on n'est pas dans le domaine du religieux. On est dans le domaine beaucoup plus complexe de ce que j'ai appelé le subconscient collectif, la culture collective, la culture subconsciente. C'est le mot juste, que j'ai d'ailleurs proposé. Donc, il est un fait qu'on est facilement taxé de misogyne. On vient de créer un site sur Internet qui s'appelle Macholand. On va épingler tous les propos misogynes que les uns et les autres peuvent tenir. On n'est pas sur de l'auberge. Et il est un fait qu'on confond le progrès technique, le progrès juridique et le progrès social. Et d'autres progrès artistiques, scientifiques, et économiques, etc. Le droit est effectivement un moyen de changer le monde, jusqu'à un certain point. On peut décréter, comme l'autre jour j'étais à un séminaire justement à l'école normale supérieure, sur le droit, tous les hommes sont égaux. Ah bon, très bien, ok. À partir du moment où ça a été voté, ça devient une vérité. Sinon une réalité, ça devient une vérité parce que c'est écrit. Donc, bon. Et il faudrait quand même réfléchir sur les limites de ce genre de décision comme ça, juridique. Comme l'est aussi par exemple une naturalisation. C'est une décision juridique. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut quelque chose, certainement. Jusqu'à quel point? Parce que le droit peut changer ce que nous percevons, les différences que nous percevons, parce que le droit en a voulu ainsi. C'est ce que j'ai dit récemment dans une vidéo, je crois, ce matin. Est-ce que le droit a une baguette magique qui nous force, une sorte de coercition, qui nous force à voir des choses qui sont visiblement différentes et à les penser absolument semblables.
Moi, je trouve que c'est une démarche tout à fait abrutissante, et dangereuse, et schizophrénique, pathogène. Et je crois qu'il y a une marge, en effet. C'est le mot qui me semble convenir. On a une marge de manœuvre pour corriger les choses, pour modifier les choses. Une certaine marge de manœuvre. Jusqu'à un certain point, on peut bouger, faire bouger les lignes. Jusqu'à un certain point. Toute la question est de savoir quel est le plafond, quelque chose, le plafond de verre, si on peut dire, qu'on ne peut pas franchir à coup de décisions juridiques, à coup de progrès techniques, de gadgets techniques, faudrait-il dire d'ailleurs. Il y a une marge de manœuvre jusqu'à un certain point. Donc, il faut partir du principe on peut changer les choses jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point-là, les choses restent ce qu'elles sont. Alors, certains diront, ah oui, mais si on peut changer jusqu'à un certain point, pourquoi pas plus loin? Ben justement, il y a cette espèce de ligne de démarcation. En fait, la ligne de démarcation, j'avais déjà, il y a une douzaine d'années, tenté de la définir dans certains articles que j'ai publiés notamment sur le site de Alain Kieser-Elbaz, hommesetfaits.com. J'avais dit, à cette époque, que il y a ce que les machines peuvent justement faire que les hommes font, et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et c'est un peu ça dont je parlerai, effectivement. C'est-à-dire que les machines aussi, elles ont leurs limites, le droit à ses limites aussi. Et donc les objets, c'est-à-dire les personnes qui peuvent profiter de ces machines et de ces droits, de ces lois, ont aussi des limites. Et il serait sage de prendre conscience de l'existence de ces limites, pour ne pas extrapoler au-delà du raisonnable. Les faits sont têtus, comme on dit. On peut les faire bouger un tout petit peu, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Pas tant que ça. Prenons le cas des femmes. Et j'espère que mon propos ne sera pas considéré comme machiste. Enfin, qu'est-ce que vous dites ? C'est une sorte de terrorisme intellectuel dont il s'agit là. Elles ont une marge de manœuvre, elles peuvent avancer, elles peuvent remplacer les hommes dans beaucoup de situations. Mais il faut mettre un bémol sur cette appréciation des choses. D'abord, il y a certaines activités qui sont tout à fait à la portée des femmes et qui correspondent même plus à l'esprit des femmes. J'en parlais l'autre jour, c'est par exemple le travail de collectionneur. Il y a de grandes collectionneuses. Et elles sont peut-être plus intéressantes que les collectionneurs, encore qu'il y a aussi des grands collectionneurs. Enfin, bon. Il y a des activités qui sont à la limite, oui, machinales. C'est un certain point. Tout ce qui est machinal, c'est-à-dire que chaque fois que l'être humain se comporte comme une machine,
et dans le phénomène de la répétition, par exemple, le phénomène de la reproduction, ça va, ça passe. C'est-à-dire que, on va dire effectivement que, comme je disais au début de mon selfie, chaque fois que on n'a pas vraiment besoin d'être en plein dans la dynamique, dans l'élan fondamental, on peut faire jouer des machines. On peut sortir des lois et on peut faire appel à des femmes. Mais je trouve ça justement très misogynique. Cette idée, au lieu de donner aux femmes des rôles qui leur soient spécifiques, et je ne pense pas que ce soit misogyne de dire que les femmes peuvent avoir des rôles spécifiques, on leur donne des rôles quelconques. C'est-à-dire, voilà, des rôles que n'importe qui peut faire. Et après on dit, oh regardez, les femmes arrivent à faire ça. Une plaisanterie. On sait très bien que même un prix Nobel comme Patrick Modiano ou comme Jean Tirole peuvent, je sais pas moi, laver les assiettes. N'importe qui peut faire certaines choses. Demander à n'importe qui de faire des choses aussi bêtes que ça, c'est se moquer du monde. Mais c'est possible. Moi-même, il m'est arrivé de faire des choses d'une très grande banalité. Et pourquoi pas? Parce que je suis un être humain comme les autres, donc je peux faire n'importe quoi que n'importe quel être humain peut faire. Mais ce n'importe quoi, c'est pas ça qui est intéressant, justement. C'est ça l'imposture, si vous voulez. On dit les femmes sont les égales des hommes, et on donne des exemples qui le prouvent. Qui le prouvent, effectivement. Mais qui sont de très mauvais exemples, puisqu'ils concernent des activités humaines, des travaux, qui ne sont que des travaux machinaux. Que par exemple, bon, je donne un exemple idiot, que même des gens qui ne comprennent pas le français peuvent faire à la limite. Qui veut dire tout le drame de toute une main-d'œuvre étrangère, qui peut parfaitement être entre guillemets intégrée en France, pour faire certains travaux, et qui en même temps est totalement extérieur à la culture française. Ça, on ne veut pas le dire, on ne veut pas le reconnaître clairement. On peut très bien être actif à un niveau subalterne, en connaissant très très mal la culture et la langue, en France. Certains diront, ah ben voilà, la preuve que je suis intégré, j'ai une fiche de paye, je paye des impôts. Ça prouve rien du tout. Rien du tout. Donc, je reviens à cette idée, faire faire à un individu des activités machinales, et le mot machinal n'est pas employé par hasard, parce que c'est un mot qui vient de machine, ce n'est pas un critère de réussite. Ce n'est pas un critère de progression sociale. C'est effectivement des choses qu'on a peut-être pas eu, qu'on a eu tort peut-être de ne pas faire, de ne pas faire faire, qu'on aurait pu faire plus tôt, c'est possible, mais ça ne change rien au problème, à savoir que il y a au-delà de ce monde machinal une véritable dynamique humaine qui a intérêt à se perpétuer face à la machine. Et là, malheureusement, je pense que les femmes n'y ont pas accès, au risque de paraître machistes.